à tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Donc on est toujours Fanny et Anna et on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode carte blanche. Aujourd'hui, Anna va nous proposer de faire un saut dans une période qu'on n'a pas encore beaucoup explorée, à savoir les années 80, décennie de notre naissance. Parce que on va aujourd'hui parler de la comédie musicale Little Shop of Horrors. Alors, Anna, Little Shop of Horrors, c'est à la fois une comédie musicale puis un film musical. Alors peut-être que tu peux d'abord nous parler de la version scénique. Tout à fait, Fanny. Alors, Little Shop of Horrors a ouvert Off-Broadway en 82. Off-Broadway, c'est quoi ? C'est en gros des théâtres de plus petite capacité à New York qui passent généralement des pièces un peu plus confidentielles. Ça a eu un gros succès, d'ailleurs c'est resté 5 ans à l'affiche, mais ça a mis très longtemps à arriver à Broadway. Peut-être que c'était pas vraiment une pièce faite pour Broadway à l'origine. C'est une œuvre issue de ce qu'on appelle le cinéma bis, le cinéma de série B. Il n'y a pas beaucoup de personnages, c'est fait pour un petit théâtre. Mais c'est quand même arrivé très rapidement sur le West End puisque ça a été produit à Londres en 83. C'est donc une création américaine mais qui devra s'exporter en Angleterre pour devenir une plus grosse production en fait. Exactement. Et alors Little Shop of Horrors, d'où ça vient ? Ça a été écrit originellement pour la scène ? Alors non. En fait, Little Shop of Horrors, c'est une adaptation d'un film qui s'appelait lui-même Little Shop of Horrors, la petite boutique des horreurs en français. C'était une comédie noire de série B réalisée en 1960 par Roger Corman. Et là encore, on a ce parcours qu'on a déjà exploré avec La Belle de Moscou et avec Hairspray, qui fait qu'on passe d'un film non musical à une comédie musicale scénique, puis à un film musical. Ce film de Roger Corman, c'était un hommage aux films de monstres type King Kong, Godzilla, etc. Et alors c'est un film qui, chers auditeurs, est visible gratuitement et légalement sur Internet. Alors on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller visionner ce film de 1960. Bon, film non musical, je le rappelle. Tout à fait. Mais parfois, il faut regarder des films non musicaux. Il y en a pas des biens. Pas trop, mais de temps en temps. Alors, ce film non musical, oui. Comment a-t-il été adapté en comédie musicale pour la scène ? Alors, y a un changement intéressant qui est que le film de 1960 se déroulait à Los Angeles et que une fois qu'il est passé sur scène, il se déroule à New York parce que une comédie musicale doit se dérouler à New York. Bah oui, hein. C'est comme ça. Donc la pièce se déroule comme le film au début des années 60, enfin c'est l'époque de sortie du film. Et l'intrigue, enfin ce que ça raconte, c'est la même chose, ça parle de la même chose. C'est quasiment la même chose, donc je vais vous raconter l'intrigue. Attention, spoiler, je ne sais pas si je spoil la fin. Non, ne spoil pas. Alors c'est l'histoire de Seymour Krelborn, qui est un jeune homme qui travaille chez un petit fleuriste de quartier et qui est amoureux de sa collègue Audrey mais qui n'ose pas lui dire. La boutique dans laquelle il travaille ne marche pas très bien et le patron envisage même de fermer. Seymour propose alors de mettre en vitrine une plante carnivore qu'il a trouvée et qu'il a nommée Audrey 2, Audrey 2, du nom de la fille dont il est amoureux. Elle a un aspect très étrange cette plante et elle attire de nouveaux clients au magasin. Mais il s'avère que pour être nourrie, elle a besoin de sang humain. Et Seymour, qui est chargé de la nourrir, va avoir un peu de mal à répondre aux besoins de cette plante. D'autant que la plante s'avère douée de paroles, et devient de plus en plus grosse et de plus en plus méchante, et commence à manipuler Seymour. Ah oui, c'est assez étonnant comme pitch. Oui, c'est vraiment, on est sur une intrigue complètement délirante, loin de l'esprit de sérieux, complètement bis, vraiment dans l'esprit du film original, avec une dimension fantastique, voire horrifique au fur et à mesure que l'intrigue avance, même si ça reste une comédie avant tout, mais qui prend au sérieux son intrigue, si improbable soit-elle. Donc les personnages ont des dilemmes qui, avec le recul, sont un peu comiques. Par exemple, Seymour, il se demande est-ce que je dois mutiler des gens pour nourrir ma plante. Mais on est quand même, je trouve que c'est ça qui fonctionne très bien, on est quand même investi dans ce qui arrive au personnage. Et alors, si ça fonctionne, hein, cette comédie musicale, c'est peut-être aussi que ses compositeurs ne sont pas n'importe qui. Alors, tout à fait. Little Shop of Horrors, la musique a été composée par Alan Menken, et le livret et les paroles ont été écrites par Howard Ashman. Donc, qui sont Alan Menken et Howard Ashman ? En fait, après Little Shop of Horrors, même plusieurs années après, ils vont travailler pour Disney pendant quelques années après, en fait, à la fin des années 80. Tout à fait, oui, puisque La Petite Sirène, c'est 89. Ils vont travailler pour Disney pendant la période qu'on appelle la période de la Renaissance Disney. Donc sur des films tels que La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Aladdin.
avant le décès de Howard Ashman dans les années 90. Et Menken est lui toujours aujourd'hui le compositeur emblématique du ce qu'on appelle le deuxième âge d'or de Disney, et même au-delà, puisqu'il compose encore aujourd'hui des musiques pour Disney. Et du coup, ça nous donne quel style, en fait, Little Shop of Horrors? Alors dans l'ensemble, le style est assez rétro, qui rappelle l'époque de création du film original et l'époque à laquelle se situe l'action du film, donc les années 60. Et je trouve qu'il y a des similarités avec Hairspray dans cette espèce de feeling nostalgique qu'on sent dans la musique. Même si le compositeur de Hairspray a dit que c'était pas une influence directe, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un lien. Mais il y a aussi des numéros plus pop-rock, qui correspondent sans doute plus à l'époque de création de la musique. Et puis il y a aussi un numéro étonnant de style yiddish avec le personnage du propriétaire de la boutique qui s'appelle Mr. Mushnik. Et alors, si on rentre de façon un petit peu plus précise dans l'œuvre, je crois que tu voulais nous parler de quelques chansons particulièrement notables. D'abord, la chanson titre, qui est la toute première chanson de la comédie musicale. Tout à fait, donc la chanson qui s'intitule Little Shop of Horrors, qui évoque vraiment un générique de film, donc qui répète plusieurs fois ça, Little Shop of Horrors, et qui donne vraiment l'ambiance, et qui est chantée par des personnages qui sont un peu extérieurs à l'action. C'est une des particularités de cette comédie musicale. On a 3 chanteuses noires, qui font office en fait de chœur grec. Elles sont pas des personnages à proprement parler, même s'il y a certains moments où elles interagissent un petit peu avec les personnages principaux, mais dans l'ensemble, elles sont plutôt dans le commentaire, un peu dans le background. Du coup, ça m'a aussi fait penser à Hairspray. Je m'étais déjà fait la remarque, on en avait parlé dans le podcast qu'on avait consacré à Hairspray. Écoutez-le. Tout à fait, écoutez-le. Où il y avait aussi un groupe de chanteuses noires qui faisaient les chœurs. Ça m'a aussi fait penser à une comédie musicale qu'on a vue sur scène toutes les deux, Fanny, qui est Beautiful, The Carole King Musical, où les personnages noirs étaient principalement des performeurs qui participaient pas vraiment à l'histoire, mais qui illustraient musicalement l'intrigue. Autre exemple de ce phénomène, dans une œuvre qui est composée, elle aussi, par Alan Menken, donc c'est d'autant plus parlant, dans le Hercule de Disney, en fait, le film d'animation de 98, donc on a là encore un chœur de femmes noires qui vont narrer et commenter les différentes péripéties en chanson, dans un style, en l'occurrence, gospel. Elles sont là aussi complètement extérieures à l'action, et bon, elles font littéralement office de chœur grec, puisque bon, ça se passe dans la Grèce antique. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux dans le film, enfin, leurs chansons sont vraiment super cool. Cette pratique de mettre des chanteuses noires en background pour commenter l'intrigue, et éventuellement à questionner, je trouve, surtout que j'ai l'impression que ça se retrouve dans plusieurs comédies musicales. En tout cas, elles ont plusieurs chansons à elles, et elles font aussi les chœurs sur un certain nombre de chansons tout au long de la comédie musicale. Elle porte les noms Crystal, Ronette et Chiffon, et ça c'est une référence directe à 3 girl groups noirs des années 60 qui étaient au sein de ce qu'on a appelé le style Motown. D'ailleurs les Crystals et les Ronettes, elles ont chanté beaucoup de chansons écrites par Carole King dont on vient de parler juste avant. Et alors je me demande si ça n'a pas été inspiré aux créateurs de Little Shop par le succès de Dreamgirls à Broadway juste l'année précédente, en fait, en 81, puisque Dreamgirls raconte justement l'histoire d'un groupe dans ce style-là. Et à Broadway, comme dans toute une industrie du divertissement, dès qu'il y a un bon filon, on ne se prive pas de le copier un certain nombre de fois. Donc voilà, ce style Motown est repris dans toutes les chansons interprétées par ces 3 chanteuses noires. Une deuxième chanson dont tu voulais nous parler, c'est celle qui est intitulée Skid Row Downtown. Alors, c'est une chanson qui présente le lieu où se déroule l'action et le ou les personnages. C'est une chanson qui est nommée d'après ce lieu, donc Skid Row, c'est là où habitent les personnages de Little Shop of Horrors. C'est une pratique qu'on retrouve souvent dans la comédie musicale, donc pour citer des œuvres dont on a déjà parlé dans le podcast, il y a par exemple Wes Covina dans Crazy Ex-Girlfriend, on a toujours une occasion de parler de Crazy Ex-Girlfriend, Good Morning Baltimore dans Hairspray, dont on a longuement parlé aussi, ou encore Christopher Street dans la comédie musicale Wonderful Town. Ou on peut aussi penser à Avenue Q, dans la comédie musicale du même nom. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que Skid Row, j'en avais entendu parler pour Los Angeles. Alors peut-être que c'est lié au fait que le film se déroulait initialement là-bas, ou alors est-ce que Skid Row, c'est une appellation commune aux États-Unis? En fait, il y a plusieurs Skid Row, d'après mes recherches. Même si celui, effectivement, de Los Angeles est le plus connu, il y en a aussi dans d'autres villes, et notamment à New York. Je crois que de manière générale, ça désigne des quartiers un peu pourris, quoi, tout simplement. Donc ce numéro, c'est également un numéro assez classique où on a des personnages qui vont exprimer leur désir de quitter ce lieu complètement sinistre où ils n'ont pas envie de vivre.
Ça peut évoquer éventuellement d'autres chansons écrites par la suite par Alan Menken, notamment « Je veux vivre autre chose que cette vie » dans La Belle et la Bête, puisque typiquement, elle est... donc c'est la Belle qui est en ville et qui en a marre d'être ici et qui voudrait partir. Et toujours d'Alan Menken, on a la chanson par exemple Santa Fe dans la comédie musicale Newsies, dans laquelle le héros dit son désir de partir de New York en fait. Et puis, je me permets de rajouter, évidemment, partir là-bas, de La Petite Sirène. Tout à fait, elle veut aussi quitter son... Je sais pas si c'est un village, en tout cas elle veut quitter là où elle habite, donc c'est complètement lié. Tu voulais également dire quelques mots d'une autre chanson, une chanson aussi, j'imagine, aspirationnelle, Oui. qui s'appelle Somewhere That's Green. Alors là, tout de suite, je pense à Somewhere Over the Rainbow. Est-ce qu'on est dans le même registre ? On est dans le même registre, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une I Want Song. Donc c'est une chanson où le personnage, on a déjà évoqué ça, exprime son désir, ses aspirations, ce qu'il a envie de voir dans sa vie future. Et là, donc, c'est le personnage de Audrey qui exprime dans cette chanson qu'elle veut trouver une meilleure vie, elle veut quitter son compagnon violent, qui est un dentiste sadique, et elle veut avoir une vie simple et heureuse. C'est une chanson qui a un son un peu plus moderne que d'autres dans Little Shop of Horrors, et je trouve qu'elle annonce vraiment les I Want Songs que Alan Menken va écrire plus tard pour Disney. Même si, en fait, le personnage d'Audrey a moins de rêves d'aventure que les héroïnes Disney comme La Petite Sirène ou comme Belle, puisque Audrey, elle veut simplement une vie tranquille dans une petite maison de banlieue avec sa famille. Il y a une reprise à la fin de l'œuvre de cette chanson qui prend un sens complètement différent, mais je spoilerai... Ne spoile pas, n'en dis pas plus. Et alors la chanson la plus connue, enfin en tout cas moi la seule que je connaissais, c'est Suddenly Seymour. Tout à fait, donc Suddenly Seymour, c'est le duo amoureux entre Seymour et Audrey, qui est devenu un classique. On l'a notamment entendu reprise dans Glee, par Léa Michel et Darren Criss, si je me souviens bien. Je trouve que c'est une chanson qui inscrit complètement le film dans son époque, là pour le coup dans les années 80, parce que c'est une époque où, notamment au cinéma, les personnages de geeks prennent de l'importance, donc les personnages de geeks, on va dire en gros les mecs à lunettes, un peu fans de science et tout ça, fans de trucs bizarres, genre la science-fiction, et très timides. Tu penses à qui, par exemple ? Il y a des comédies, par exemple Revenge of the Nerds dans les années 80, où on voit que c'est vraiment la revanche des nerds ou des geeks, je sais qu'il y a censé avoir une distinction, mais je la connais pas vraiment, qui prennent le pouvoir dans les films de campus, les teen movies, etc. En comparaison par exemple avec Grease, où typiquement dans Grease on a les T-Birds qui martyrisent le personnage du geek qui est Eugene, et le personnage d'Eugene n'est pas du tout mis en valeur, et à aucun moment il peut être envisagé comme love interest en fait des personnages féminins. Ou même avoir simplement une revanche complètement par rapport au bully, quoi. Alors que là, on a typiquement vraiment un personnage de nerd qui devient, lui, un amoureux potentiel pour l'héroïne Audrey, parce que c'est une figure de masculinité plus douce, plus compréhensive, etc. Il reste quelques airs à également ne pas oublier, que tu voulais mentionner ici. Je voulais quand même mentionner que dans cette œuvre, il y avait une plante carnivore qui chantait. Donc, c'est qui chante ? Alors, je vais le dire. Ah, pardon. C'est donc généralement, souvent un homme noir avec une voix très, très, très basse, grave et assez puissante. Mm-hmm. Il y a plusieurs chansons interprétées par la plante, de plus en plus au fur et à mesure que la comédie musicale avance. On a notamment Feed Me et Supper Time. Donc on voit le thème, elle a envie de bouffer, quoi. Et donc dans la pièce, la plante c'est en fait une marionnette animée par un comédien qui est sur scène. Je sais pas exactement comment ça se déroule, mais je n'ai pas l'information. Okay. Mais du coup, en fait, plusieurs marionnettes, puisque comme elle grossit au fur et à mesure, forcément il y a plusieurs échelles. Et il y a une autre chanson de méchant, puisqu'il y a un autre méchant, même s'il est il est un peu plus ridicule, c'est le dentiste, qui a une chanson particulièrement effrayante, qui joue sur des peurs, liées à l'enfance, etc. La peur d'aller chez le dentiste, tout simplement. Pas que à l'enfance. Je suis d'accord. Ça donne envie de découvrir cette comédie musicale. Et le côté à la fois horrifique et délirant, ça peut nous faire penser à une autre comédie musicale, cette fois très, très connue, qui est le Rocky Horror Show. Oui, tout à fait. Moi, j'ai tout de suite vu des points communs. Donc, sur le genre, ce sont des comédies horrifiques qui ont la particularité d'avoir des fins particulièrement grandiloquentes et sans spoiler ni l'une ni l'autre des deux œuvres, ça prend une dimension planétaire, on va dire. Ce sont aussi deux œuvres qui sont des hommages au cinéma bis, cinéma de série B des années 50 et 60, notamment aux films de monstres. Puisque dans la chanson Science Fiction Double Feature dans Rocky Horror, il est fait référence aussi à des films de science-fiction, etc., qui sont typiquement
les films du style de Little Shop of Horrors, là je parle du film original. Il y a aussi ce côté un peu over the top, complètement presque camp, c'est-à-dire un regard un peu distancié sur le genre, puisqu'on est dans des hommages / pastiche / presque parodie. D'un style. On a évidemment le style musical qui se rapporte, on va dire, à ce qu'on appelle le musical rock, tout simplement. Et on a aussi le mot horror qui figure dans les deux titres. Fine observation. Mais Little Shop, on va dire, est plus simple, une intrigue plus simple, plus linéaire, et reste quand même plus premier degré, je trouve, que Rocky Horror. Donc tu nous as parlé de sa création dans le West End, mais est-ce que finalement, à la fois est-ce que l'œuvre a finalement été montée aux États-Unis, est-ce qu'il y a eu des reprises particulièrement notables que tu voudrais mentionner? Tout à fait, en fait, la pièce est arrivée enfin à Broadway en 2003. Donc 20 ans après. 20 ans après la création off-Broadway de l'œuvre. Dans le rôle de Audrey, il y avait Kerry Butler, qui est une comédienne qui avait créé le rôle de Penny Pingleton dans Hairspray en 2002, donc l'année d'avant. Et je me demande vraiment si le succès de Hairspray n'a pas encouragé cette nouvelle production de Little Shop of Horrors. L'œuvre s'est aussi jouée il n'y a pas si longtemps que ça, fin octobre 2018, au Kennedy Center. Donc là, c'est des productions qui sont très très courtes. Avec dans les rôles principaux, il y avait Josh Radnor, qui est extrêmement connu pour être le rôle principal de How I Met Your Mother, la série. Ted Mosby. D'accord. Exactement. Qui aussi a joué récemment dans une série qui s'appelait Rise, qui était centrée autour d'une troupe de comédie musicale dans un lycée, donc il est lié quand même à l'univers de la comédie musicale. Et dans le rôle de Audrey, on avait Megan Hilty, qui est connue par le grand public, entre guillemets, pour son rôle dans la série Smash. Elle jouait le personnage dont j'ai oublié le nom. De Ivy. De Ivy, bien sûr. Qui est une grande interprète de comédie musicale, qui a notamment joué à de nombreuses reprises Glinda dans Wicked. Et tu sais si cette version Kennedy Center, c'est une version complète ou plutôt une version concert, comme ils font d'habitude? Oui, effectivement, c'est une version concert, donc avec des décors assez minimalistes, les costumes également, on n'a pas la grosse plante verte, et puis les musiciens, en fait, qu'on voit sur scène, quoi. Ok. Et une toute nouvelle version de la pièce ouvre en ce moment à Broadway. Off-Broadway, figure-toi Fanny, donc le show retrouve ses origines off-Broadway. C'est en ce moment même, effectivement, octobre 2019. Un gros cast dans cette nouvelle production, puisque nous aurons Jonathan Groff dans le rôle de Seymour. Donc Jonathan Groff, comédien assez connu, qu'on a vu dans Spring Awakening ou encore dans Hamilton sur Broadway, mais aussi qu'on a vu dans Glee, pour ceux qui s'en souviennent, il jouait Jesse St. James. Dans le rôle de Audrey, on a Tammy Blanchard, une superbe comédienne également très expérimentée à Broadway, nommée plusieurs fois au Tony, et qu'on connaît avec Fanny parce qu'elle a joué en 2001 Judy Garland jeune dans un téléfilm biographique qui était très, très bien. Et dernier et non des moindres éléments qu'on connaît pour l'instant dans ce casting, c'est Christian Borle, qui jouera donc le fameux dentiste sadique. Et ça, j'ai vraiment très très hâte de le voir. Donc très heureuse que cette œuvre continue de se produire régulièrement aux États-Unis. Très bien pour cette version scénique, et parlons un petit peu à présent du film. Donc c'est un film qui lui aussi date des années 80, un film qui a été produit par la Warner en 86. Oui, et qui va s'inscrire dans une tendance dont on a parlé déjà dans cet épisode sur Hairspray, tout se recoupe. C'est encore un exemple d'un film musical des années 80 qui se déroule au tournant des années 50 et 60. On a vraiment une nostalgie pour cette période dans les années 80, c'est très frappant. Oh là là, y aurait-il une cohérence dans les choses qui sont dites dans ce podcast? C'est incroyable! Incroyable! Alors ce film des années 80, ce film de 1986, qui sont ses auteurs? Alors, le film a été réalisé par Frank Oz, qui avait commencé sa carrière comme marionnettiste, qui a beaucoup travaillé sur les différents films et séries des Muppets, et qui est aussi l'animateur de la marionnette de Yoda dans Star Wars, et je crois aussi qu'il est la voix de Yoda dans Star Wars. Donc il est connu pour diverses choses, il a aussi réalisé plusieurs films, notamment des films d'animation qui utilisaient des marionnettes, parce que c'est vraiment sa spécialité. Là, en l'occurrence, il y a une marionnette, c'est la fameuse plante. A-t-il été attiré sur ce projet par la plante? Ben, c'est très possible. En tout cas, sûrement qu'on a pensé à lui par rapport à ça. J'ai lu que Martin Scorsese avait failli faire le film, ça aurait donné à mon avis quelque chose de différent. Pour ça, ne s'est pas fait. Et John Landis aussi a été envisagé. John Landis, qui est notamment le réalisateur des Blues Brothers, qu'il avait réalisé 6 ans avant, en 80. Et sur ce film, Howard Ashman, donc librettiste et parolier de la pièce, est aussi scénariste. D'accord, donc on peut supposer une vraie continuité entre la pièce et le film. Et alors, quels sont les comédiens qui vont reprendre les rôles principaux?
Alors, dans le rôle de Seymour, on a Rick Moranis. Alors, Rick Moranis, c'est pas un nom qui dit forcément quelque chose comme ça, mais c'est un acteur qui était très connu à l'époque et qui a joué dans quelques comédies célèbres des années 80-90 que sans doute beaucoup de nos auditeurs ont vues dans leur enfance. Je cite notamment SOS Fantôme, Chérie, j'ai rétréci les gosses, dans lequel il jouait le personnage du père, ou encore La famille Pierre à Feu. Dans le rôle de Audrey, on a Ellen Greene. Donc elle, c'était une amie proche d'Alan Menken et d'Howard Ashman, et c'est elle qui avait créé le rôle sur scène. Elle a été reprise dans le film. Apparemment, Cyndi Lauper, la chanteuse, avait été envisagée, et même Barbra Streisand. Alors moi, j'étais un peu étonnée parce qu'on a vraiment... emploi. Voilà, on n'est pas du tout dans le style, c'est pas du tout l'univers Barbara Streisand, ne serait-ce que dans le style, mais aussi dans la caractérisation du personnage, qui est une jeune femme peu sûre d'elle, qui subit des violences, qui va parvenir certes à s'émanciper, mais quand même il y a quelque chose que je trouve que c'était pas la meilleure idée du monde. Ellen Greene, elle a un style vocal très singulier. Je pense qu'elle truque clairement sa voix quand elle joue le personnage d'Audrey, parce qu'elle le joue avec une petite voix frêle, fluette, etc. Mais alors, sur Suddenly Seymour dans le film, tout d'un coup, elle a une voix de belleteuse incroyable. Et c'est un peu bizarre, je trouve d'ailleurs. Mais bon, elle est vraiment très drôle et excellente dans ce film. Parmi les autres interprètes notables, on a Steve Martin, qui est un comédien américain bien connu, qui joue le dentiste sadique, qui est complètement over the top. Il y a aussi une petite apparition de Bill Murray, figurez-vous, dans le rôle d'un patient masochiste, en fait, qui va chez le dentiste parce qu'il adore avoir mal, et comme le dentiste est particulièrement violent, il adore. C'est un personnage qui n'était pas présent dans la pièce, mais qui était présent dans le film original, donc c'est une idée qui a été reprise de film en film, on va dire. Et dans le film original, d'ailleurs, il était interprété par Jack Nicholson, figurez-vous. Et là, pour le coup, on le voit assez bien dans le rôle d'un patient masochiste. Complètement. Comment dire qu'il y a un lien. Et alors, qui fait la voix de Audrey II, donc la fameuse plante carnivore, c'est Levi Stubbs. Et Levi Stubbs, c'était le chanteur des Four Tops, qui est également un groupe célèbre des années 60 dans le style Motown qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Alors toi, Anna, qui t'intéresse beaucoup aux questions d'adaptation, et oui. Est-ce que tu as noté des gros changements par rapport, entre le film et la version scénique ? Alors d'abord, en ce qui concerne les chansons, la fameuse chanson yiddish Mushnik & Son a été malheureusement supprimée, ainsi que 3 autres chansons. En revanche, il y a eu un ajout d'une chanson supplémentaire pour la plante, qui s'appelle Mean Green Mother from Outer Space, et qui va être nommée à l'Oscar de la chanson originale, qui a la particularité d'être la première chanson avec des gros mots à être nommée aux Oscars, ainsi que la première chanson de méchant à être nommée aux Oscars. Et c'est une chanson qui a aussi été composée par Menken ? Oui, tout à fait. Et alors, l'autre différence concerne les fins des 2 œuvres. En fait, Frank Oz, le réalisateur, et Howard Ashman, le scénariste, voulaient absolument garder la fin originale de la pièce où... Spoiler alert ! Voilà. Spoiler alert, si vraiment vous voulez pas savoir, vous pouvez interrompre maintenant, n'écoutez plus. Voir le film, et ensuite revenir. Tout le monde meurt. Non. Le monde entier est détruit. Ah oui, quand tu dis tout le monde, c'est tout le monde. Pas seulement les personnages principaux, Fanny. Tout le monde meurt. Et le monde entier est détruit par d'énormes plantes carnivores. Cette fin a été tournée. Elle a coûté très cher. Bah oui, tout le monde meurt. Parce que c'était quand même des scènes de destruction de New York. Donc on voit la plante, vraiment, la plante qui est devenue gigantesque, se promener entre les immeubles de New York et tout détruire. Ce qui évoque vraiment complètement King Kong, Godzilla, ce genre d'œuvre. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lors des previews, donc c'est des séances qui sont réalisées avant la sortie du film pour avoir un peu tâté le pouls du public, le public a très très mal réagi à cette fin. Il y a eu seulement 13% de bonnes réactions, ce qui est particulièrement nul. À la première preview et à la deuxième preview, même catastrophe. Donc, les studios ont fait « Oh là 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 là, il faut absolument changer ça ». Tout le monde meurt est une mauvaise idée. Voilà, tout le monde meurt est une mauvaise idée. Au cinéma, c'est ce que dit Frank Oz, c'est très intéressant, je trouve. Il dit, je cite ma traduction approximative, « J'ai appris quelque chose. Dans une pièce, tu tues les 2 personnages principaux et ils reviennent à la fin pour les saluts. Dans un film, ils ne viennent pas saluer, ils sont juste morts, ils sont partis, et le public a perdu ces gens qu'ils aimaient et le public te déteste. » C'est pas fort. Je trouve ça très intéressant, ouais. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles le happy end au cinéma est tellement plus fréquent, plus qu'au théâtre. Ouais. Voilà. Ou alors il faudrait systématiquement rajouter des sortes d'épilogues où les acteurs reviennent. Oui, ils font des bows, ça serait pas mal. Donc la fin
a été réécrite, même si Frank Oz et Howard Ashman étaient très frustrés, mais sinon le film ne serait pas sorti. Donc, dans cette nouvelle fin, les héros survivent, la plante est tuée en quelques secondes, je crois que c'est Seymour qui l'électrocute, c'est vraiment expédié. Et à la fin, ils se marient et ils arrivent dans leur petite maison de banlieue ou de campagne même, qui est telle que Audrey l'avait rêvé dans sa I Want Song. Donc là, il y a vraiment un happy end, quoi. Genre un happy end premier degré ou il y a quand même un petit twist? Je suis sûre il y a un twist. Je l'ai pas vu, je suis sûre il y a un twist. Me dis pas, mais me dis quand même, mais me dis pas. À la toute fin, on voit que parmi les plantes de leur jardin... J'en étais trop sûre. C'est moi qui ai écrit le film. Tout s'explique. Oui, parmi les plantes de leur jardin... Vous aurez compris, chers auditeurs, le genre de twist. Les choses pourraient recommencer. Et donc, la fin originale, la fameuse fin avec la destruction de New York, a fini quand même par refaire surface. Et elle a été éditée sur un DVD Director's Cut qui est sorti en 2012. Donc on peut la voir aujourd'hui. Ah oui, pas avant 2012 en fait. Enfin, c'était vraiment le cas d'une fin qui avait disparu. En tout cas, elle était peut-être visible, mais en tout cas, elle n'était pas éditée officiellement avant 2012. Ouais. Ok. Ben, merci beaucoup, Anna. C'était très intéressant. Avec Maintenant, plaisir. j'ai envie de voir toutes les versions, même le film en musique. Eh bien, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, comme tous les autres, venez nous mettre des petits cœurs sur notre page Facebook et n'hésitez pas à commenter, à réagir. À partager. Et à partager. On est très preneuse de vos réactions, vos envies diverses et variées sur ce que nous nous efforçons maintenant depuis plus d'un an à produire. Et nous remercions notre partenaire Tony Comedy. Et attendons avec impatience de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt! À bientôt!